les taux de change étaient stables dans le cadre de ce système qui a disparu il y a exactement 50 ans, le 15 août 1971, qui était le système de Bretton Woods, qui entérinait un système de change totalement stable. Il en a été de même aussi, même pour des produits qui avaient quand même la caractéristique d'une sorte d'instabilité naturelle de l'offre, qui étaient les produits agricoles, puisque l'agriculture reste quand même au risque de la nature. Eh bien, pour les produits agricoles, en réaction à la grande crise de l'entre-deux-guerres, la crise des années 30, eh bien, se mirent en place des politiques agricoles dont un des meilleurs exemples fut la politique agricole commune. Il se trouve que je vais bientôt atteindre un âge presque canonique dans quelques jours de 70 ans. Et je dis toujours à mes étudiants que la grande différence entre eux et moi, c'est que moi, quand j'allais me coucher, quand j'avais 20 ans, à la limite, je n'en savais rien, ça ne m'intéressait pas. Mais si cela m'avait intéressé, j'aurais eu une seule certitude. C'est qu'en allant me coucher, je trouverais le lendemain matin le prix du dollar, le prix du pétrole, le prix du blé, le prix du cuivre, exactement au même niveau où je les aurais laissés la veille. Aujourd'hui, la seule prévision, enfin on est samedi vous me direz, donc demain c'est dimanche, mais la seule prévision honnête que je puisse vous faire, c'est que les prix de clôture d'hier soir sur les marchés seront différents lundi matin, que le dollar, le pétrole, le blé, le cuivre, l'aluminium, toutes les matières premières et tous les produits financiers seront différents demain d'aujourd'hui. Effectivement, tout cet ordre stable a disparu. Bretton Woods disparaît il y a 50 ans. Les cartels, les oligopoles qui géraient à peu près les marchés du pétrole, des métaux, de l'énergie, ont disparu aussi dans les années 70-80 à peu près. Nous avons assisté au retrait, à la modification des politiques agricoles. Et aujourd'hui, le monde agricole français, européen d'ailleurs, a connu ce choc véritablement majeur, une révolution culturelle qui a été le passage du stable à l'instable. Jusque-là, nous sommes dans les Landes, un agriculteur des Landes, producteur de maïs, bon, il s'emmerdait pas, il produisait son maïs, il avait un prix garanti au niveau européen, il prenait sa brouette, il allait livrer à Maïsadour ou à quelque coopérative que ce soit, et il avait le prix qui avait été décidé lors du dernier marathon agricole, pointe à la ligne. Aujourd'hui, si je suis producteur de maïs dans les Landes, ben je vis en permanence l'instabilité. Alors actuellement, c'est pas mal. Les prix sont quand même relativement soutenus. Je peux même, si je pense que les prix pourraient diminuer, ce qui pourrait être le cas l'année prochaine, je peux déjà vendre et fixer mon prix pour l'année prochaine. Ceci pour vous dire que le monde a totalement changé de ce point de vue-là, et c'est à mon sens une des grandes mutations de la fin du XXe siècle, c'est le passage d'un monde jusque-là marqué au coin d'une certaine stabilité à un monde totalement instable. Si ma seule certitude est que demain sera différent d'aujourd'hui, et c'est au fond la seule chose que je puisse vous dire honnêtement en termes de prévision. Si donc je pense que demain sera différent d'aujourd'hui, il faut que j'anticipe. Anticiper, c'est spéculer. Vous vous livrez dans le cadre du cercle Frédéric Bastiat à des spéculations intellectuelles ou philosophiques. Speculare en latin, ça veut dire se projeter en avant, regarder dans le lointain avec des spéculums éventuellement si votre vue commence à baisser. Eh bien, il en est de même. À partir du moment où je sais que demain sera différent d'aujourd'hui, il va falloir
que j'anticipe, donc que je spécule. Si je reprends l'exemple de mon producteur de maïs, je sais que je vais... Bon, j'imagine que j'ai déjà fixé les prix du maïs que je vais récolter dans les semaines à venir. Je peux déjà me projeter. Qu'en sera-t-il en 2022 ? Est-ce que le prix sera aussi élevé ? Je peux fixer mon prix. Si je fixe mon prix, c'est donc que je pense, donc que je spécule que demain le prix sera plus bas, donc que je joue la baisse. Si par contre je ne fais rien, c'est que je pense, donc je spécule que je pourrais peut-être profiter de prix plus élevés demain, donc que je spécule à la hausse. Nous sommes rentrés. Et ce mot de spéculation, il faut le prendre au sens le plus littéral. Nous sommes rentrés dans un monde de spéculation parce que nous sommes dans un monde profondément marqué de l'instable. C'est pour ça d'ailleurs que on parle de matières premières, mais en réalité, on utilise de plus en plus un autre mot qui est tiré de l'anglais. En anglais, pendant longtemps, matière première, on le traduisait par raw materials. Et puis, ils ont forgé un autre, enfin, il y a un autre mot qui a été utilisé, qui est le mot de commodities. Commodities, au départ, c'est ce qui était commodus en latin, c'est ce qui est utile à la vie. Et donc, c'était tous les produits utiles à la vie. Puis, peu à peu, la langue anglaise est plus flexible finalement que le français, et donc peu à peu le terme de commodities s'est branché sur l'idée de produits dont le prix dépend de la seule logique du marché, donc de la seule logique de la rencontre entre l'offre et la demande. Et bon, le mot de commodities est anglais, nous parlons non pas de ce qui est de l'autre côté du couloir, mais nous parlons en français de commodité, ce qui permet d'intégrer d'ailleurs là-dedans non seulement des matières premières classiques, énergie, produits agricoles, minerais et métaux, mais aussi des devises, mais aussi des services. Le prix spot d'un conteneur aujourd'hui, c'est une commodité. Le marché du fret est un marché de commodités. Et c'est bien pour cela d'ailleurs que sur ces marchés se sont développés ce que l'on appelle des marchés dérivés. Alors on parle de financiarisation des marchés, elle est nécessaire. À partir du moment où un prix est instable, et où je ne suis pas toujours capable finalement de transmettre la variation du prix à l'amont ou à l'aval, je suis dans une situation de risque. Ce risque, il faut que je puisse éventuellement le transmettre. C'est à ça que servent ce qu'on appelle les marchés dérivés, marchés à terme et autres, qui se sont développés considérablement à partir, là encore, des années 70. Alors, il y a quelques exceptions, et il y a quand même, dans un certain nombre de cas, on a gardé quand même des systèmes relativement intégrés. Au fond, la création de l'euro, elle répond à une nécessité qui était celle de limiter l'instabilité des monnaies à l'intérieur de la zone européenne. Imaginez ce qu'eût été la crise de 2008, puis même la crise de 2020, avec des monnaies européennes qui auraient joué au yo-yo à l'intérieur d'un espace économique. Donc, il y a eu, on retrouve aussi, et se sont maintenus, dans un certain nombre de cas, des monopoles de ce que nous pensions être des services publics, mais qui sont devenus des commodités. Je pense par exemple à l'électricité. L'instabilité, donc, elle s'est largement étalée, et je crois que c'est peut-être l'élément le plus fondamental. Je vais essayer de vous parler ensuite un petit peu de conjoncture, mais l'élément le plus fondamental, c'est bien celui-là. Lorsque je prends un exemple dans l'actualité lié, bien entendu, au problème des produits alimentaires. On dit toujours, vous comprenez, il faut qu'on paie les agriculteurs un prix rémunérateur, un prix juste et équitable. Oh, c'est admirable! Et qui est-ce que le président Macron, d'ailleurs, lâche des énormités pareilles assez régulièrement, qui, finalement,
qui est-ce qui irait dire qu'il ne faut pas que le gentil agriculteur soit rémunéré du prix de sa peine? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les prix agricoles sont non seulement des prix français, européens, mais avant tout des prix mondiaux. Un prix à un moment donné, il n'est ni juste, ni injuste, ni équitable, ni inéquitable. Il est simplement la mesure à un moment donné d'un rapport de force, au fond, entre l'offre et la demande. Je vous en donne un exemple. Il y a quelques producteurs de porc dans le sud-ouest, même si j'encourage bien entendu les producteurs de porc Quintoa du Pays Basque qui arrivent justement à sortir du marché. Mais pour les autres, eh bien, le kilo de porc au cadran breton était aux alentours de 2 € le kilo, ce qui était relativement rémunérateur il y a 6 mois seulement. Ceci était largement soutenu par quoi ? Par les achats de la Chine. La Chine qui fait face non seulement au Covid, mais à une peste porcine africaine qui a massacré un bon tiers quand même de son cheptel. Il se trouve qu'il vient d'y avoir un nouvel accès de peste porcine africaine. Ils ont fait une grosse décapitalisation du cheptel. Le résultat, les importations ont diminué. Le prix du porc est tombé à 1,50 €. Même moins, je crois, 40 à l'heure actuelle. Je parle de le kilo poids carcasse. Et ça ne couvre plus la réalité des coûts de production. Alors c'est injuste, mais faut-il pour autant incriminer le mécanisme de formation du prix ? Et là, c'est quelque chose que nous allons retrouver sur pratiquement toutes les matières premières, pratiquement tous les services, dans un monde et dans un univers mondialisé. Alors, à l'intérieur de cette analyse un peu globale, on peut quand même constater, et je reviens un peu uniquement sur le champ des matières premières, on peut quand même constater qu'il y a quand même des cycles liés au temps de l'investissement. Il doit bien y avoir quelques banquiers ou anciens banquiers parmi vous, donc j'espère qu'ils ne prendront pas trop mal la remarque que je vais faire. Une des constantes de l'histoire économique, c'est la bêtise des banquiers. En ce sens que vous allez voir un banquier lorsque les prix sont bas et vous lui dites: mon ami, c'est le moment d'investir parce que les prix remonteront, et vous diront: allez, oui, vous êtes gentil, allez, on a des choses sérieuses à discuter. Vous allez voir un banquier quand les prix sont élevés, les prix actuellement du fret sont très très élevés, vous n'avez aucun problème à vous faire financer la construction d'un bateau. Le problème, c'est que tout le monde va faire ça au même moment. Et donc, le cycle de l'investissement, c'est un cycle marqué en général par des périodes de forte tension relativement courtes, durant lesquelles tout le monde se dit: le monde va manquer, donc il faut investir, et tout le monde investit à peu près au même moment. Alors, le temps de l'investissement est un temps long, il faut s'en rappeler. C'est-à-dire que entre le moment où vous décidez d'investir dans une mine, d'investir dans un champ de pétrole, d'investir dans de nouvelles plantations, etc., ou même dans des bateaux, alors bateau c'est un petit peu plus court, et le moment où la capacité de production arrive à pleine charge, il va se passer 10, 15 ans parfois. Et donc, on a eu dans l'histoire, en tout cas sur le XXe siècle, on a eu des sortes de cycles marqués par des moments de forte tension, puis par de longues périodes de déclin des prix. Il y eut ainsi, je ne vais pas remonter au XIXe, mais il y eut ainsi une crise qui était un petit peu aussi la crise de réapprovisionnement après la Première Guerre mondiale en 1921, effondrement des prix des années 20 et 30. On a à nouveau une crise dans la période 48-53, effondrement des prix des années 50-60. La crise des années 70, dont vous vous souvenez tous, marquée en particulier par les deux chocs pétroliers, mais pas que, l'ensemble des matières premières furent concernées, et puis le déclin des prix des années 80-90. Nous avons eu un nouveau choc
sur la période 2006-2013, et puis nous étions dans les années depuis 2013 plutôt sur une pente descendante, donc de digestion de tous les investissements qui avaient été décidés à cette époque, jusqu'au moment où est intervenue la pandémie qui a provoqué, on va le voir, des hausses de prix. Certains ont parlé d'un nouveau, ouvrez les guillemets, super cycle des matières premières. Cela, je n'y crois pas totalement. Et je dirais qu'après cette petite exposé, donc je dirais un peu structurel, on va regarder un petit peu ce qui se passe véritablement aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, je vais reprendre un peu de recul quand même. Je vous ai dit, entre 2006 et 2013, le monde a connu une période de très forte tension sur les prix des matières premières. Et à la limite, la crise financière de 2008, quand on regarde les courbes, on a l'impression que c'est une sorte de hockey, tellement pratiquement les marchés, alors pour le pétrole, le point haut avait été atteint à 147 $ le baril le 10 juillet 2008, mais pour la plupart des autres marchés, le point haut va être atteint, une fois la crise de 2008-2009 digérée, va être atteint en 2010 ou à peu près. Le contre-choc va intervenir aux alentours de 2013. Ce choc, il était lié à quoi? Il était lié tout simplement au fait que sur la fin du XXe siècle, on avait vécu avec des prix qui n'avaient cessé de diminuer, donc il n'y avait pas eu d'investissement, de renouvellement en termes de capacité de production. Et puis, à partir du début du XXIe siècle, là, nous avons un facteur nouveau qui intervient, qui est la demande de la Chine. La Chine, qui joue bien entendu un rôle fondamental aujourd'hui sur les marchés mondiaux, mais qui à l'époque était un acteur relativement marginal. Petite parenthèse, il se trouve que je fais à Dauphine aussi un cours d'histoire économique du XXe siècle. Une des grandes questions que se posent les historiens, c'est de savoir en réalité quand est-ce que commence et quand est-ce que se termine un siècle. Alors, le XXe siècle, il commence en 1914, il commence en août 14, ça c'est pas compliqué finalement, la belle époque s'étendant jusqu'en 2014, c'est la fin du 19e. Alors quand est-ce que se termine le XXe siècle? Alors on peut dire que le XXe siècle se termine en 1990 avec la chute du communisme soviétique, ce qui est quand même un peu short. 9/11 dont nous venons de fêter les 20 ans n'a pas été une rupture si majeure. Et pour moi, la rupture majeure et la fin du XXe siècle, c'est quelques semaines plus tard, c'est en novembre 2001, c'est le moment, à la conférence de Doha de l'Organisation mondiale du commerce, lorsque la Chine a adhéré à l'OMC. C'est le moment où la Chine revient dans notre histoire. La Chine n'existe pas dans l'histoire du XXe siècle. Elle est, vous le savez, un des acteurs majeurs de ce XXIe siècle que nous vivons aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est le moment symbolique. Ça commence dans les années 99-2000, mais ça va s'accélérer, où la Chine, pour alimenter son rebond industriel extraordinaire, devient l'importateur, le consommateur de référence de pratiquement toutes les matières premières de la planète. Juste un exemple, en 2001, la Chine a importé 50 millions de tonnes de minerais de fer. L'année dernière, elle a importé plus d'1 milliard de tonnes. Imaginez ce que ça représente, 1 milliard de tonnes sur des bateaux qui font 250 000 tonnes. Vous imaginez la noria de bateaux en provenance de l'Australie et du Brésil qui vont alimenter l'ogre chinois, la Chine produisant aujourd'hui plus de la moitié de l'acier mondial. Et donc, c'est l'irruption d'une demande chinoise qui, franchement, n'avait pas été anticipée, qui va être à l'origine de la flambée des prix de 2006-2013. À partir de 2013, on vit une période, je dirais, un petit peu de digestion des marchés.
qui se réoriente plutôt à la baisse. Et c'était à peu près la situation qui était la nôtre lorsqu'est intervenue la pandémie. Alors la pandémie, je le rappelle, nous avons eu quelques discussions vaccinaux, pass, etc. Donc, je ne prendrai pas de parti là-dessus. Je rappelle quand même que, d'après les estimations de The Economist, officiellement, la pandémie, elle a fait dans le monde 4,5 millions de morts. The Economist a fait qui est un excellent hebdomadaire britannique, qui est un fruit du libéralisme, puisqu'il a été créé en 1848 pour être la voix de l'Anti-Cornlaws League, tous les libéraux qui se battaient contre les tarifs douaniers. Bon, donc c'était quand même quelque chose d'important. Et The Economist est resté, c'est probablement la lecture la plus intelligente que l'on puisse faire, à mon sens, le week-end, et c'est resté une voie d'un libéralisme intelligent tel que nous devrions savoir le pratiquer en France, mais ça c'est une autre affaire. Et The Economist, ils ont fait des calculs à partir en réalité des vrais trends de mortalité pour tenir compte de la surmortalité. Ils estiment donc que c'était le 2 septembre qu'on avait passé les 15 millions de morts sur la planète. Ce qui fait quand même de cette pandémie la plus grave que le monde ait connue depuis la grippe espagnole il y a exactement un siècle. La grippe espagnole a fait, et en fait on ne le saura jamais puisqu'elle a d'abord fait des dégâts en Chine puisqu'elle venait de Chine, elle a fait entre 50 et 100 millions de morts. Les pandémies qu'on avait eues depuis avaient fait au maximum 3-4 millions de morts. Là, nous avons largement dépassé et je vous le rappelle, ça n'est pas totalement terminé. Ce qui est exceptionnel, autant la grippe espagnole, on l'avait occultée dans l'euphorie de la fin de la Première Guerre mondiale. Les grosses pandémies quand même qu'on avait eues dans les années 50, la grippe asiatique, etc., on les avait aussi un peu occultées. Là, nous avons eu pour la première fois une pandémie en direct. Et cette pandémie en direct a provoqué, comme vous le savez, un arrêt d'une partie de l'économie mondiale et une récession de loin la plus profonde que le monde ait probablement connue depuis la crise de 29. Et bon, les chiffres que nous avons montrent que le recul de l'économie mondiale, qui a été de l'ordre de 4% en 2020, est beaucoup plus important que la crise de 2008, qui au fond n'aura été qu'une crisette quelque part quand on la mesure un petit peu avec le recul de l'historien. La crise de 2020, elle, est beaucoup plus profonde. Elle provoque une récession économique que vont partager tous les pays. En 2008, la Chine n'avait pas été en récession. Là, tout le monde est en récession. Et un certain nombre de pays n'en sont pas encore sortis, même si nous vivons aujourd'hui un rebond qui fait que le monde aujourd'hui tourne aux alentours de 5-6% de croissance. Cette récession, elle s'est traduite, bien entendu, par un effondrement de la demande, puisque nous avons arrêter de bouger, on va continuer à consommer. Donc la demande agricole est à peu près demeurée et donc il n'y a pas eu tellement d'influence de la pandémie sur les marchés agricoles, mais la récession touche d'abord la Chine, il ne faut pas l'oublier, l'atelier du monde. Donc dès le mois de mars, on assiste à l'effondrement des prix des métaux, par exemple, des matières premières agricoles. Ensuite, nous avons l'arrêt finalement des transports, la baisse de la consommation mondiale de pétrole va être, le marché mondial du pétrole c'est de l'ordre de 100 millions de barils jour aux alentours du mois d'avril-mai 2020. On était à 80 millions de barils jour de consommation. C'est-à-dire que la baisse on avait baissé à l'instant T de 20% la demande mondiale de pétrole. Ce qui a entraîné
une chute, voire un effondrement des prix, le point bas d'ailleurs sur les marchés des matières premières ayant été atteint en mars-avril 2020, avec ce moment un peu surréaliste mais totalement marginal où pendant quelques heures sur le marché à terme de New York, le prix du pétrole a été négatif. On a clôturé le lundi 22 ou 23 avril, si mes souvenirs sont exacts, à moins 35 $ le baril. C'était sur le WTI américain. Sur le Brent au plus bas, on est tombé quand même à 15 $ le baril. Je vous rappelle que hier, on était à 75 $. Bon, ça vous permet de vous situer et de penser, bien entendu, à la production de pétrole dans les Landes, certes limitée et mesurée. Il n'y en a plus? Si, il y en a encore. Ça va être... Ah oui, oui, c'est vrai. Ah non, mais vous n'aurez plus le droit de faire des forages. Il faut arrêter, oui. Bon, écoutez. Et il faut les garder pour les générations futures, vous savez. Bon. Donc, on atteint sur la plupart de ces marchés un point extrêmement bas aux alentours du printemps 2020. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, c'est que, après la pluie, le beau temps, et donc, vous voyez, il ne pleut plus d'ailleurs, et nous avons eu une reprise économique. Et la reprise économique, elle a été plus tôt et plus forte qu'on ne le pensait. C'est vrai que là, tous nos gouvernants se sont repenchés dans leurs études de Keynes, se sont dit qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire de la relance. C'était d'ailleurs favorisé par le fait que l'argent ne coûtait pas cher, voire était en taux négatif. Le résultat, c'est que la reprise économique intervient en Chine dès pratiquement le mois de juillet 2020, aux États-Unis, grâce à l'ineffable M. Trump, dès l'automne 2020, et en Europe, avec un certain décalage, début 2021. Le résultat, que s'est-il passé? Nous avons un rebond de la demande, alors que les capacités de production, se trouvant souvent dans des pays différents, étaient, elles, encore affectées par les restrictions liées au Covid. Le résultat, on assiste pratiquement à partir du début 2021 à des tensions sur un certain nombre de marchés. Ce furent d'abord les marchés des métaux, le minerai de fer qui entraîne l'acier, la plupart des métaux non ferreux. Une nouveauté que l'on n'avait pas anticipée, qui est l'apparition de la Chine sur de nouveaux marchés auxquels jusque-là il n'avait pas trop touché, qui étaient notamment les marchés des grains. La Chine qui importait sur la campagne 2019-2020, la Chine avait dû importer une vingtaine de millions de tonnes de céréales. Sur la campagne 2020-2021, elle en aura importé 50 millions de tonnes. Sur un marché mondial de l'ordre de 300 millions de tonnes, enfin, marché échanges mondiaux de l'ordre de 300 millions de tonnes, vous mesurez ce que ça peut représenter comme impact. Donc, tension sur le blé, le maïs, le soja, le porc aussi à ce moment-là. Et puis même sur un certain nombre de matières premières industrielles. Il y en a une qui est assez amusante, que j'avoue j'ai pratiquement découvert à cette époque, qui est le bois d'œuvre. Alors, c'était pas jusque-là véritablement un marché très mondialisé, et on a une cotation à Chicago, qui est une cotation du bois d'œuvre, donc des planches, ou des planches ou des poutres, je ne sais pas trop, et c'est coté sur 1000 pieds planches. Alors 1000 pieds planches, c'est l'équivalent de 2,3 mètres cubes. Toujours est-il que pendant des années, cette cotation s'était baladée entre 300 et 400 $ les 1000 pieds planches. Nous sommes montés au mois d'avril 2021 à 1600 $. C'est-à-dire grossièrement 4 fois plus. Pourquoi?
très simple. Et finalement, le bois est une bonne explication et une bonne illustration de nombre de choses qui avaient pu se passer sur d'autres marchés. Tout simplement, vous savez qu'aux États-Unis, la plupart des maisons sont en bois. 80% des maisons construites aux États-Unis le sont en bois. Et les Américains, comme les Européens d'ailleurs, en 2020, ils ont été un peu confinés quand même. Ils n'ont pas pu consommer. Du coup, ils ont investi. Et dans quoi? Dans les maisons. Et ce, d'autant plus qu'ils pouvaient emprunter pas cher. Eux n'étaient pas à taux négatif, mais pas loin. Le résultat, on a eu, alors que normalement il se construit chaque année aux alentours de 1,5 à 1,6 million de logements, enfin de maisons aux États-Unis, on était tombé au lendemain de la crise de 2008, qui a été une crise de l'immobilier américain, on était tombé à 500 ou 600 000, puis peu à peu ça remontait, et brutalement en 2020, ça a véritablement rebondi. La demande de bois a rebondi, à un moment où l'appareil de production forestier était quand même encore terriblement gêné par les restrictions liées au Covid, à un moment où l'ineffable M. Trump avait trouvé le moyen de se disputer avec M. Trudeau et donc à mettre des taxes à l'importation sur le bois canadien vers le marché américain, et les prix sont passés de 400 grossièrement à 1600 $. C'est d'ailleurs ce qui explique que de ce fait les Américains se sont dit où est-ce qu'on peut trouver du bois? Tiens, si on allait en Europe. Et c'est à cause de cela que l'on a assisté, c'est peut-être une bonne chose pour le massif des Landes, même si c'est plutôt du bois de trituration dans les Landes, que l'on a assisté à une hausse des prix qui, dans un pays comme la France, doit être de l'ordre de 50% à peu près. On me dit que du Douglas, on est passé de 70 € à 110 € à peu près au mètre cube. Bon, mais c'est un exemple que je vous donne là, qui montre bien combien un choc de demande, alors que l'offre est encore relativement limitée, eh bien, ça a entraîné une flambée des prix. Alors, cette première vague, elle a, à mon sens, atteint son pic aux alentours du mois de mai, et sur un certain nombre de produits, le prix du bois aux États-Unis est retombé à 550 $. Donc, ça n'a pas duré si longtemps. Un autre produit qui était les importations chinoises de minerai de fer, qui était monté, et le prix du minerai de fer était passé de 60 à 230 $ à la tonne, coûté frais de port chinois, on est retombé à 100 $. Ce qui montre bien que l'offre a pu s'adapter, la demande a été quand même limitée par les hausses de prix, et nous assistons au réajustement du marché. Simplement, à l'été 2021, on a eu une deuxième vague. Alors cette deuxième vague, elle est liée à ce qui fait au fond le quotidien des marchés, c'est-à-dire des accidents climatiques, des problèmes géopolitiques, des goulets d'étranglement. Accidents climatiques. Au mois de juillet, il a neigé au Brésil. Il a neigé au Brésil. Donc ça veut dire qu'il a gelé aussi. Et comme il a gelé, il y a des arbres qui sont relativement sensibles. Ce sont les caféiers. On ne sait pas exactement, mais entre 10 et 30% des caféiers brésiliens sont morts. Nous saluons d'ailleurs la générosité du cercle Frédéric Bastiat de nous avoir offert du café qui leur a coûté beaucoup plus cher, puisque quasiment le prix du café, on est passé de 110 cents américains à la livre de 450 grammes à plus de 2 $, sachant que ça doit être du Robusta. Alors le Robusta, donc c'est l'Arabica qui a été gêné par le gel. Le Robusta, tiens, pour vous réveiller, qui est le premier producteur mondial de café Robusta? Ah bien. Là, vous me cassez mon effet. Je pensais arriver à mesurer la profondeur de votre ignorance. Oui, donc vous avez raison. Le deuxième producteur mondial de café et le premier producteur mondial de Robusta, c'est le Vietnam. Le Vietnam, ils ont le variant Delta. Et ils ont pratiquement bloqué leurs frontières depuis un mois, donc il n'y a plus de Robusta qui sort, et donc ça a aidé aussi à la flambée des prix. On a eu
la conséquence de sécheresse au Canada qui a impliqué le colza et le blé dur pour vos nouilles, les mêmes sécheresses qui ont réduit le niveau du fleuve Paraná et qui aujourd'hui bloquent pratiquement toutes les exportations en provenance d'Argentine. Donc on a eu un accident climatique important qui a été le cyclone Ida sur le golfe du Mexique, qui a pratiquement arrêté toute la production offshore de pétrole et même inshore de gaz aux États-Unis, ainsi que les capacités d'exportation. Donc on a eu notre comptant, je dirais presque habituel, d'accidents climatiques. Nous avons eu quelques problèmes géopolitiques aussi, nos amis russes qui tenaient à faire sentir toute l'amitié profonde qu'ils ont vis-à-vis des Européens, et combien ces mêmes Européens dépendent de leurs exportations de gaz naturel. Donc Gazprom a un petit peu réduit ses exportations de gaz naturel sur l'Europe, provoquant la hausse des prix. On a eu un coup d'État en Guinée, premier producteur mondial de bauxite, ce qui en a rajouté une petite couche sur le prix de l'aluminium, lui aussi victime d'accidents climatiques, c'est-à-dire les sécheresses dans le Yunnan qui ont réduit le débit des barrages, donc la production d'hydroélectricité, et dans l'aluminium, vous le savez, il y a de la bauxite et surtout de l'énergie. Donc on a eu, et nous vivons aujourd'hui, des tensions sur le gaz naturel, sur le charbon. Le pétrole, il n'est pas à 147 $, mais enfin il est quand même remonté à 75 $. Je n'ai pas arrêté cet été de répondre à des radios ou à des télés. Pourquoi est-ce que le prix du carburant est élevé? Il n'est pas plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était en 2018. D'accord, vous allez le payer moins cher en Espagne, au passage. Mais ça, c'est pas bien, mais pour le reste, c'est vrai que en mai 2020, nous avons payé notre super tampon 95 à 1,25. Là, comme j'avais plus d'essence, je suis allé faire mon plein juste avant d'arriver à Saint-Paul-les-Dax à Intermarché. Je l'ai payé quand même à 1,48. La moyenne française aujourd'hui est de l'ordre de 1,58. Eh bien, ça n'a rien d'aberrant. Le baril est à 75 $. Les pays producteurs arrivent à peu près à tenir leur quota. On a eu la tempête Ida. Je pense que ça ne montera pas tellement plus haut. On est loin donc des 147 $ le baril de 2008. Gaz naturel, charbon, pétrole, aluminium. Alors, il y a un marché dont je n'ai pas parlé jusque-là et qui ne touche pas, bien entendu, que les matières premières dans la fonction transport, ce sont les conteneurs. Et là-dessus, on a véritablement l'impact de la pandémie, l'impact aussi d'un véritable cycle de l'investissement dans les fret maritimes. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons vécu les 10 dernières années avec des taux de fret maritime extrêmement bas. Ça coûtait grossièrement $1 millier de balader un conteneur de 40 pieds d'Asie vers l'Europe. En clair, c'était pas rentable. Les compagnies maritimes tiraient la langue, ils n'investissaient pas, ils incitaient leurs capitaines à rouler à petite vitesse de manière à coûter le moins cher possible, et donc, et au fond, personne ne se rendait compte de la situation. Là, qu'avons-nous eu? On a eu, du fait de la pandémie, des perturbations quand même dans le transport maritime, le problème de relève d'équipage et autres, des perturbations dans les ports, car un certain nombre de ports ont dû fermer ou ont réduit leur capacité de traitement des conteneurs. Au mois d'août, le deuxième port chinois, Ningbo, a été fermé pratiquement pendant 1 mois à cause du variant Delta. Et donc, on a eu des problèmes, d'une part, de blocage, d'engorgement des ports, de non-circulation des conteneurs, car le problème dans un monde un peu déséquilibré, c'est que les conteneurs partent pleins d'Asie, mais ils repartent plus ou moins remplis d'Europe et des États-Unis.
Je suis tombé sur un papier l'autre jour dans lequel un chargeur américain disait « Nous, ce que nous exportons, c'est de l'air, c'est-à-dire des conteneurs vides. » On manquait de conteneurs vides. Le résultat, et pour vous la faire très courte, là où mon conteneur de 40 pieds coûtait 1000 ou 1500 $ pour faire Asie-Europe ou Asie-Amérique à Amérique du Nord, nous sommes aujourd'hui entre 10 et 15 000 $. Et si vraiment vous êtes pressé, ce sera plutôt 20 000 $. Donc, on a, et avec un allongement des durées de livraison, cher chauffagiste, il se trouve que dans un moment de folie, je viens d'investir dans une pompe à chaleur dont j'ai découvert qu'elle était japonaise. Eh bien, les délais de livraison sont devenus d'une longueur effroyable, vous le savez. Et d'autre part, alors ça dépend bien entendu de la valeur de ce que vous mettez dans votre conteneur, ça là commence quand même à avoir une incidence sur les coûts. Et donc là, nous sommes en plein. Alors là, il n'y a pas eu autant, il y a eu un renversement donc sur un certain nombre de marchés, comme celui du bois, comme celui du minerai de fer, autant sur le fret, conteneur et un petit peu aussi vrac sec, nous sommes encore au cœur véritablement de la tempête. Alors, que va-t-il se passer? Ne vous inquiétez pas, j'en arrive, cher président, à presque la péroraison. Que va-t-il se passer? En toute logique, alors mon analyse, alors il y a beaucoup de gens, notamment l'une des grandes structures financières de la planète, je veux parler de Goldman Sachs. Les économistes de Goldman Sachs, ça fait 6 mois qu'ils disent « Nous sommes devant un nouveau super cycle des matières premières, etc. Vous allez voir, et ça va durer longtemps, etc. » Moi, je n'achète pas ce scénario. Je dis que nous sommes confrontés à un élément externe majeur, la pandémie, ses conséquences, etc., que pour le reste, quand je regarde vraiment ce que nous appelons les fondamentaux des marchés, les fondamentaux, c'est le rapport offre-demande, bon, il n'y a pas tant de déficit que cela. Mon analyse et mon pronostic, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, je rentre dans le domaine de la spéculation intellectuelle, ne vous en inquiétez pas, et je m'en limiterai à cela. Mon scénario, c'est celui d'un retour à la normale des capacités de production, ceci d'autant plus que j'aurai la cruauté de vous signaler que l'on sent déjà quelques essoufflements au niveau de la reprise économique. C'est très sensible en Chine. L'indicateur avancé de conjoncture est repassé dans la zone un peu négative. Ça commence à se sentir un peu aux États-Unis, quoique, et même si on est un peu euphorique en Europe, je pense qu'il faut savoir ne point trop être trop optimiste. Donc, ne nous faisons pas d'illusions. Nous sommes, alors ouais, la France va faire 6% de croissance cette année, admirable. Enfin, appelons un chat, on a fait -8 l'année dernière. Donc nous sommes dans une phase de reprise, et puis on reviendra, je pense, assez rapidement à notre honnête médiocrité, c'est-à-dire des taux de croissance se baladant aux alentours de 1 à 2% dans le meilleur des cas, avec un scénario que je n'exclus pas, qui serait un peu celui d'une stagflation. C'est un mot dont on ne se souvient plus depuis les années 80, stagnation plus inflation, sachant que, vous le savez, il y a une inflation certaine au niveau d'un certain nombre de facteurs. Je pense à l'immobilier, je commence à penser d'ailleurs aussi au marché de l'emploi, au moins dans les pays, dans les économies relativement ouvertes. Alors, certes, il faut bien se dire que nous sommes, l'analyse que je fais là peut être limitée, peut-être même contredite par un certain nombre de nouveaux développements technologiques. C'est vrai que la pandémie a marqué quand même une certaine forme de rupture. Elle va probablement avoir la conséquence curieuse d'accélérer notre transition écologique et environnementale. Vous verrez que vous finirez par venir à des réunions au Cercle Bastia en voiture électrique.
ce qui impliquera bien entendu une augmentation de votre demande en termes de cobalt, de lithium, de terres rares et de quelques autres produits, et tout simplement de cuivre pour les fils électriques. Donc, il faut tenir compte aussi de toutes ces contraintes de la transition écologique. Un des bons éléments quand même de la période que nous venons de vivre, c'est la flambée des prix d'une commodité un peu immatérielle qui est le carbone. Sur le marché européen, le carbone qui se baladait à 4 ou 5 euros la tonne, nous sommes aujourd'hui à 60 euros la tonne. Ce que vous retrouvez indirectement dans vos factures d'électricité, dans vos factures de gaz, mais aussi dans le coût de production d'un certain nombre de produits industriels. Donc ma vision est globalement, en raisonnant bien entendu, alors c'est là où le prévisionniste prend quelques précautions, il ouvre ses parapluies, à situation sanitaire à peu près maîtrisée. C'est-à-dire que nous n'aurons pas de variant lambda, oméga, etc., qui viendra nous perturber à nouveau. À situation climatique à peu près normale. Et honnêtement, ça l'a été. Sur cette campagne 2020-2021, et 2021-2022 s'annonce à peu près de la même eau, jamais le monde n'aura autant produit au niveau production agricole. Il faut arrêter de parler de pénuries agricoles, etc. Ce sont des BVC. Mais il peut toujours intervenir sur un marché ou un autre un événement climatique. Les gelées au Brésil, pour le café, en sont un exemple. La gelée historique, pour moi, elle remonte à 1976. Il se trouve que là, on est peut-être en face d'une gelée historique. On ne pourra le savoir que dans quelques temps. Et puis, à situation géopolitique à peu près constante aussi. Et n'oubliez pas que les matières premières sont très sensibles à la situation géopolitique, parce que bien souvent, les pays, quand il y a des problèmes géopolitiques, ça vient de pays qui sont en déséquilibre. Et souvent, ce sont des pays dont la dépendance vis-à-vis des matières premières est particulièrement importante. Que va-t-il se passer, par exemple, de l'avenir des relations entre les États-Unis et l'Iran sur le dossier nucléaire? Est-ce que l'Iran peut revenir sur le marché mondial du pétrole? S'il revient, c'est 2 millions de barils jour de plus, et donc c'est un facteur baissier. Quelle va être la situation dans les relations? Vous savez que la France vient de perdre un contrat de sous-marin avec l'Australie. Ils ne sont pas très très élégants, ces braves gens, les Britanniques encore moins d'ailleurs. Mais quelles vont en être les conséquences sur les relations entre la Chine et l'Australie? Or, l'Australie est le grand fournisseur de matières premières de la Chine, notamment pour le minerai de fer. Quelles influences ceci peut-il avoir? Et puis, dans cette marmite qu'est le golfe arabo-persique, que peut-il se passer? Quelles vont être nos relations avec nos amis russes, notamment la fourniture de gaz naturel et autres choses de ce genre. Donc, on a véritablement un certain nombre d'incertitudes. Si je mets de côté ces incertitudes, ce qui vous conviendrait peut-être un peu cavalier, j'aurais tendance à dire que la plupart des pics de marché sont derrière nous, que nous allons donc aller plutôt vers une baisse des prix à l'horizon 2022 et un peu au-delà, avec un problème, et pour tous ceux d'entre vous qui n'achètent pas français mais plutôt asiatique, ce qui est à peu près notre cas, il y en a certainement beaucoup parmi vous qui font du vélo, par exemple sur les lignes droites des Landes. Les vélos, toutes les pièces détachées viennent bien entendu de tous ces pays-là. Là, sur le transport maritime, le retour à la normale prendra du temps et ne se fera probablement pas avant 2022, peut-être même au-delà. N'oubliez pas que de toute façon, chaque marché, au-delà de ces considérations générales, chaque marché a sa propre histoire, histoire faite d'offres, de demandes, et puis de tout ce qui peut, à un moment donné, avoir une influence directe, en particulier sur l'offre. Rien ne change de ce point de vue-là, car, et c'est là-dessus que je voudrais essayer de conclure, car au fond, s'il y a une chose qui ne change pas, c'est bien, et c'est peut-être, au bout de
cette quarantaine d'années où je travaille sur les marchés des matières premières, s'il est une chose qui me paraît être une constante dans l'histoire des marchés, aujourd'hui, enfin hier, aujourd'hui et probablement demain, c'est ce que j'appelle la malédiction des matières premières. Alors, vous me direz, c'est absurde. Un pays qui a la chance d'avoir un sous-sol riche, d'avoir de grandes potentialités de production, d'énergie, de métaux, d'agriculture, c'est un pays qui va s'enrichir. L'histoire, au contraire, nous montre exactement l'opposé. Les matières premières ont toujours été un facteur d'appauvrissement, de sous-développement et bien souvent aussi de misère. Le plus bel exemple, il est à côté de nous. C'est cette Espagne que nous adorons. L'Espagne qui domine l'Europe au XVIe siècle et qui peu à peu va s'appauvrir avec l'arrivée de toutes les flottes de l'or et de l'argent du Nouveau Monde. De manière plus récente, pouvez-vous me citer un pays pétrolier qui soit aujourd'hui plus heureux? Heureux, qu'est-ce que le bonheur économique? Je conviens que ce serait une autre discussion, qui soit plus heureux aujourd'hui qu'avant d'avoir du pétrole. Regardez simplement, exemple de cette malédiction des matières premières, l'actualité récente, la Guinée, l'ineffable Alpha Condé. C'est une bonne chose d'ailleurs qu'il soit renversé par un capitaine de la Légion, c'est peut-être pas mauvais. Si du moins il a appris quelques petites choses à la Légion. Mais la Guinée est un scandale géologique, de la bauxite, du minerai de fer, du bois, etc. Les 3/4 des Guinéens vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Autre scandale géologique, la République dite démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, prenez le Pérou. Demain, regardez l'appétit des Chinois, non pas pour son développement économique, mais vis-à-vis de l'Afghanistan. La malédiction du pétrole est malheureusement une réalité, et effectivement, vous ne bâtissez pas un développement économique sur la seule exploitation des matières premières. Les matières premières, au contraire, elles ont eu cet effet, et ça n'a guère changé malheureusement, que de corrompre à la fois les circuits économiques, mais encore plus les âmes et les cœurs des dirigeants et des responsables politiques. Comme j'ai conscience à Dax d'être dans le dernier département pétrolier de France, je vais me permettre de conclure simplement par une citation de Jean Giraudoux. Jean Giraudoux écrivit, je crois que c'était sa dernière pièce, puisqu'il avait été un peu gêné après la Libération, et il produit La Folle de Chaillot en 1946. Alors l'histoire de la Folle de Chaillot, c'est une histoire de recherche pétrolière dans les sous-sols de Paris. Et à un moment donné, la Folle demande à Pierre, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et Pierre leur répond, ils cherchent du pétrole. Et la Folle dit, mais que fait-on avec le pétrole? Et voilà ce que Pierre, donc Jean Giraudoux, répond. Il l'écrit en 1946, c'est valable à la fois pour le pétrole et pour beaucoup de matières premières. Ce que l'on fait avec du pétrole, de la misère, de la guerre, de la laideur, un monde misérable. Malheureusement, ça n'a pas vraiment changé. Je vous remercie.